Prêt pour l'impact? C'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Et je reçois aujourd'hui Alexandre Guérin. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le directeur général d'Ipsos BVA. Vous publiez avec Brice Teinturier et Arnaud Carré, Au-delà des apparences. C'est aux éditions du Cherche Midi, un manifeste contre le déclinisme ambiant. On y reviendra évidemment longuement dans ce grand entretien. Il y a d'abord quand même l'actualité, cette alliance Ipsos BVA qui a été, l'acquisition a été achevée, je crois que c'était au mois de juin dernier. Tout à fait. Quelle logique, quelle stratégie ? Alors, Ipsos, c'est un groupe d'études et de sondages mondial, présent dans 90 pays, un groupe indépendant, coté en bourse, qui se développe, qui a un historique de croissance. C'est une très belle histoire business française, une réussite en France et à l'international. Et c'est un groupe qui a grandi et qui continue à grandir, entre autres, par acquisition. Il faut savoir que BVA était un de nos concurrents en France, mais aussi des gens qui font le même métier que nous, avec un ADN commun. Et cette acquisition permet à Ipsos BVA, en France, de devenir un leader du marché, le référent du marché, et surtout qui nous permet d'accompagner nos clients sur l'ensemble de leurs cas d'usage, études, sonder l'opinion, mais également les marques, les collaborateurs, et donc d'offrir une offre, en fait, la plus cohérente possible pour pouvoir croiser des sources de données et apporter la vision la plus juste et la plus nuancée, on parlera un peu de nuance tous les deux ce matin, pour nos clients. Ça veut dire qu'il y a des missions ou des clients qui étaient chez l'un, par exemple chez BVA, et qui maintenant rentrent dans le giron d'Ipsos BVA, c'est ça? Exactement. C'est cette logique-là aussi. Pour faire simple, Ipsos, très connu bien évidemment dans l'opinion, mais aussi dans le marketing, notamment pour accompagner les marques à l'international. BVA a un positionnement très complémentaire qui renforce certaines de nos expertises. On va parler un petit peu technique, mais il y a une grande expertise chez BVA sur le test de packaging, qui, quand on veut modifier le choix des consommateurs, par exemple, est un critère de plus en plus important, notamment dans un monde qui est de plus en plus digital, et aussi une très forte expérience sur les services, sur l'expérience client, notamment. D'accord. Ça représente quoi aujourd'hui en nombre de salariés, en chiffre d'affaires, ce nouveau groupe? Alors, 20 000 collaborateurs dans le monde et plus de 1000 collaborateurs en France qui opèrent maintenant sous la marque commune Ipsos BVA. Bon. Et le chiffre d'affaires, on peut le donner ou pas? Non, on ne peut pas le donner. On ne peut pas le donner. C'est ce que je sous-entendais dans votre réponse. Je vais vous citer, face à l'abondance d'informations, on va parler de nuances justement. Il peut être tentant d'aller vers une forme de monolithisme. Il faut au contraire croiser les données, les méthodes, les regards. C'est la seule manière de se donner une compréhension juste en acceptant la complexité plutôt qu'en l'occultant. J'ai un peu l'impression, je pourrais dire ça sur les émissions que je peux faire ici ou sur la chaîne Public Sénat, on essaye de promouvoir la complexité et des gens qui laissent le temps aux gens de développer une pensée complexe. Est-ce que ça veut dire que vous êtes là et que vous considérez que c'est presque une mission sociétale pour combattre les discours simplistes, même les discours complotistes, allons jusque-là? Alors, la raison d'être d'Ipsos, c'est d'aider les dirigeants à comprendre et à prendre de meilleures décisions. Nous faisons des sondages sur tous les sujets, sur toutes les parties prenantes, parce qu'on est tous citoyens, salariés, consommateurs, clients, patients. Et c'est cette richesse et la diversité de nos expertises qui nous permet d'avoir une vue à 360 degrés et donc de croiser les points de vue, aussi de croiser les sources d'information, puisqu'Ipsos, c'est un groupe d'études, on fait des sondages, on a également toute une analyse des réseaux sociaux, de plus en plus de ce qui est fait ou dit par les engins d'intelligence artificielle, par les LLM, etc. Et donc notre mission, c'est de combiner l'ensemble de ces informations pour donner la lecture la plus juste et nuancée des phénomènes pour nos clients qui ont des décisions à prendre. Et c'est vrai que dans un monde où les cycles d'information se raccourcissent, que ce soit dans les médias, mais également dans les sociétés, on voit bien, il y a une injonction à la rapidité dans la prise de décision. Et une autre question, notre raison d'être, c'est comment est-ce qu'on garde cette nuance en apportant des faits le plus vite possible pour nos clients. Vous êtes là, alors l'essentiel de votre chiffre d'affaires, c'est les entreprises. Tout à fait, oui. On est connu pour les sondages politiques. En tant que marque pour les sondages politiques, c'est une toute petite part de notre activité, même si Ipsos fait des sondages d'opinion et des enquêtes électorales dans plus de 30 pays dans le monde, dont la France, ça reste une petite partie de notre activité. Les enquêtes, on va dire, purement politiques, c'est moins de 1% du chiffre d'affaires. Comment vous éclairez les chefs d'entreprise?
C'est des enquêtes spécifiques qui vous commandent. Comment ça marche? Oui, alors on travaille pour différentes personnes chez nos clients, les chefs d'entreprise, mais les directions marketing, les directions opérationnelles, les directions RH. Et là, il y a deux principaux cas de figure. Soit ils ont des besoins très spécifiques et on va construire des dispositifs avec eux, ce qu'on appelle dans notre jargon des études ad hoc, ou alors ils vont avoir aussi toute une série de besoins où ils vont s'appuyer sur notre expertise. Par exemple, comment est-ce que je teste un nouveau concept de produit? Comment est-ce que je teste un packaging? Là, Ipsos possède des méthodologies et des bases de données propriétaires qui nous permettent de répondre à ces questions très rapidement et de mettre ça en perspective d'un marché. Ouais. Alors, vous avez publié, je l'ai cité en ouverture, ce livre Au-delà des apparences, c'est aux éditions du Cherche Midi, avec Brice Teinturier, qui est directeur général délégué d'Ipsos BVA, et Arnaud Carré, directeur général adjoint d'Ipsos BVA. C'est un travail en équipe, avec une idée générale. La France va mieux qu'on ne le dit, c'est ça? C'est un manifeste de la nuance. Oui. Et l'origine, la genèse de ce projet, c'est d'abord un projet collectif. Et chaque année, on prenait le temps, historiquement, c'était un de nos cofondateurs, Jean-Marc Lèche, qui avait lancé ça chez Ipsos, de regrouper une trentaine d'individus de différentes expertises chez Ipsos pour faire un petit peu la synthèse de l'année. Okay. Et en faisant ce travail, on s'est rendu compte qu'on avait un point commun, qui était que ce qu'on entendait dans les médias, ou le raccourci qui était pris parfois des chiffres que l'on publiait, ne reflétait pas complètement la nuance et en fait la tectonique des plaques que l'on voit dans la société française. Et donc là, on s'est dit, là, il y a quelque chose qu'il faut creuser. On s'est mis à écrire. Il y a plus de 30 personnes chez Ipsos qu'on a collaboré. Donc c'est vraiment un ouvrage collectif. On a essayé de faire vivre cette expertise. Et le fil rouge qu'on a très vite trouvé, c'est il y a des raisons d'être optimiste en France, qui est un titre peut-être un petit peu provocateur, mais quand on regarde les mouvements de fond, on se rend compte, par exemple, que les Français restent très attachés à la démocratie. Ils ont un besoin de renouveau, certes, mais il n'y a pas forcément le besoin d'autorité qu'on peut entendre parfois. On parle de natalité, par exemple, les Français veulent avoir des enfants. La question, c'est comment est-ce qu'on crée les conditions pour les accompagner. On en fait moins là, en ce moment. On en fait moins, exactement. Mais le désir d'enfant est encore très présent. Toujours là. D'accord. Les Français évoluent, ils sont prêts à évoluer. L'adoption de l'IA est un très bon exemple. On peut avoir l'image du français un peu gaulois, un peu réfractaire. Les 3/4 de nos compatriotes utilisent l'IA, et de plus en plus, d'ailleurs, l'IA influe leurs décisions d'achat, par exemple. Donc, il y a tout ça dans ce livre, et qui montre qu'il y a des mouvements tectoniques de fond qui montrent qu'on a une société qui évolue, qu'il y a cette évolution, elle est souhaitée, elle est acceptée. On manque peut-être encore un petit peu de vision collective pour la traduire et pour l'accélérer. Alors, pourquoi le discours du déclin, il domine autant l'espace médiatique, mais aussi, on y reviendra peut-être un peu plus tard, l'espace politique. Mais commençons par l'espace médiatique. Il se trouve que j'ai animé une émission sur l'actualité des médias et le traitement de l'actualité par les médias pendant des années. Et donc, c'est une matière que je connais un peu. Ouais. C'est ce qui marche, hein. C'est-à-dire, pardon, mais la mauvaise nouvelle, c'est ce qui fait venir le public. Tout à fait. Donc c'est une des bases de l'explication. Exactement. Et d'ailleurs, le livre ne dit pas que tout va bien et que... C'est pas un livre angélique. On n'est pas du tout dans l'angélisme. Alors ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue cognitif, dans un monde de polycrise, puisque nous vivons un enchaînement, une conjonction de crises économiques, politiques, financières, climatiques, géopolitiques, de plus en plus, le mécanisme naturel, c'est un repli sur soi et une forme de nostalgie. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est un mécanisme tout à fait compréhensible, sociologique, qui est effectivement présent. Ensuite, la manière dont on le traite et le choix des sujets que l'on prend, sur lesquels on veut mettre l'accent, dans un cycle de médias qui est de plus en plus court, où on n'a pas forcément le temps d'échanger un petit peu dans le fond, comme nous le faisons aujourd'hui, fait que on a à la fois une attention qui est moindre, de la part du public. De la part du public, une guerre de l'attention. C'est ça, l'économie de l'attention. De l'anxiété qui fait que cognitivement, on est moins ouvert aux autres idées. Et tout ça alimente une boucle qui se perpétue. Et donc, c'est extrêmement important de prendre un petit peu de la hauteur, justement, et de ramener un petit peu de nuance dans le débat. Et je pense que c'est aussi le rôle des instituts de sondage comme Ipsos BVA. Alors, et j'en viens à la partie politique, parce que ce discours du déclin, c'est aussi le fonds de commerce de beaucoup de partis politiques qui jouent sur les peurs. C'est le fonds de commerce historique du national-populisme, complètement, tout à fait. Maintenant, ce que démontre le livre, également, au-delà des apparences, c'est que les Français sont en attente d'un autre projet.
ils n'adhèrent pas forcément à tout ce qu'on peut entendre sur le besoin d'autorité. Le besoin d'autorité, il n'est pas là pour changer les principes démocratiques ou pour réduire les libertés. Il est là pour redonner un cap, une vision dans lesquelles les Français vont pouvoir s'engager. Donc il y a plutôt un manque de leadership qu'un manque d'autorité. Mais vous travaillez avec tous les partis politiques. Tous les partis politiques vous commandent des enquêtes. Oui, tout à fait. Donc vous voyez ce que je suis pas en train d'essayer de vous piéger. Non, mais bien sûr. Mais donc ça veut dire que vous offrez de la matière aussi à des partis politiques qui jouent sur ce déclin et ces peurs. Alors, on offre... Enfin, vous offrez... on fait des sondages d'opinion, bien évidemment, avec tous les critères éthiques. On ne pose pas n'importe quelle question à n'importe qui, à n'importe quel moment. On est bien d'accord. Ensuite, ce qu'on constate également, c'est que nos études, généralement, ne posent pas une question. On en pose 15, 20, 25. Et on met en contexte, dans nos rapports, les éléments d'études. Parfois, on peut constater qu'on choisit... à la fin, nous journalistes ou les politiques, médias, politiques, parties prenantes. Ce qui va faire un titre qui claque. Voilà, ce qui va faire un titre qui claque, ce qui va accrocher. Et donc c'est pour ça que c'est important de remettre un petit peu de la nuance et de la compréhension dans ce débat. Comment on peut être optimiste face à une actualité qui est aussi anxiogène ? En venant, j'écoutais chez nos confrères d'RTL un historien de la guerre qui, effectivement, alors là, on a beaucoup parlé d'hypothèse de Troisième Guerre mondiale. Et vous vous dites quoi ? Nous, on pose notre petite pierre pour lutter contre ce pessimisme, mais c'est pas facile d'être optimiste en ce moment. Alors, c'est pas facile d'être optimiste en ce moment, ça c'est tout à fait vrai. Et on voit qu'il y a cet attrait de la nostalgie, et l'exemple que vous citez est un exemple. Alors, ce qu'on voit, il y a une particularité en France, c'est qu'il y a à la fois ce pessimisme, mais il y a encore une grande confiance dans ce qu'on va dire le cercle proche qui entoure les Français. Si je devais résumer le sentiment aujourd'hui, c'est le monde va mal, mais je vais bien. Et c'est une question de confiance. Il y a clairement une perte de confiance envers les élites, et dans les élites, j'inclus les politiques, je nous inclus également, médias, instituts de sondage, etc. Par contre, quand on revient sur une sphère plus locale, les maires, les professeurs... L'entreprise aussi ? L'entreprise, la sphère, en fait, qui fait ma vie au quotidien, là, on voit beaucoup de raisons d'espérer, et on voit que l'action locale et l'engagement local est encore bien présent. La question, bien évidemment, c'est de retrouver un projet commun qui va pouvoir donner du sens et rassembler. Et espérons qu'on aura une vraie campagne présidentielle qui permettra de le faire, parce que la précédente avait été assez tronquée. Vous parlez de salarié bashing. Alors, déjà, de quoi il s'agit ? Parce que moi, je n'ai pas forcément l'impression de lire ou de vivre un salarié bashing. De quoi il s'agit ? Alors, il y a deux phénomènes qui illustrent le salarié bashing. Déjà, un petit peu, c'est la réputation des Français à l'international, qui travaillent moins, qui ne sont pas disponibles au mois d'août, etc., etc., et qui, d'ailleurs, percolent un petit peu dans le débat, même en France. Et ensuite, on a eu, notamment dans les années qui ont suivi le Covid, un grand nombre de communications sur le manque d'engagement des salariés français au travail, avec cette thématique de la grande démission, qui, en fait, n'est jamais arrivée. Et ce qu'on constate, et c'est tout un pan du travail que nous faisons avec les entreprises, c'est que les Français au travail restent parmi les plus engagés d'Europe. 2 Français sur 3 se disent engagés dans leur entreprise, ce qui est un chiffre assez élevé, et plus élevé que ce qu'on peut voir, par exemple, dans des pays comme l'Allemagne. Donc ça aussi, c'est une raison, je pense, d'être optimiste, et sur lequel il faut capitaliser. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, dans ces études, c'est qu'il n'y a pas un rejet du travail. Les Français ne veulent pas forcément travailler moins, mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'ils veulent travailler mieux. Nous vivons dans un monde, le monde de l'entreprise, qui est de plus en plus complexe, avec de plus en plus de réglementations, avec de plus en plus de contraintes juridiques, avec de plus en plus de process, d'outils plus ou moins bien coordonnés, ce qui change la nature du travail et ce qui peut contribuer à une perte de sens. Et donc l'enjeu aujourd'hui pour les entreprises va être de limiter un petit peu ces phénomènes irritants pour redonner du sens aux collaborateurs. Avec plus l'entreprise est elle-même engagée, plus les salariés sont engagés. On peut dire ça. Vous voyez ça dans vos études, parce qu'ici on parle beaucoup d'entreprises à mission, de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Ce lien, il est clair ? Alors, ce lien, il est clair, mais il ne fait pas partie des premières choses qu'attendent les collaborateurs de leur entreprise. On vit dans un pays où on a encore des sujets autour du pouvoir d'achat, bien sûr. De la qualité même du travail qui est fourni, de l'intérêt, du sens.
Ensuite, bien évidemment, notamment parmi les plus jeunes générations, le fait d'avoir une politique qui inclut des objectifs clairement énoncés sur la RSE et de donner l'opportunité aux collaborateurs d'y participer, ça c'est un critère qui prend de l'importance. Alors, on va continuer de parler RSE avec une question qui est posée par Karine Dachary, qui était à votre place la semaine dernière, qui est la directrice générale adjointe de la foncière, INEA, qui a récupéré certaines de vos études. Évidemment, elle vous parle aussi d'immobilier. Bonjour Alexandre, j'ai lu votre étude d'octobre 2025 sur l'avenir du bureau qui montrait les attentes croissantes des salariés sur le caractère durable de leur outil de travail. Ma question est la suivante. Dans vos études passées, est-ce que vous avez pu mesurer la transcription de ces attentes dans les choix des décisionnaires ? Autrement dit, est-ce que le critère RSE est devenu clé dans les décisions des directions immobilières ? Est-ce que le critère RSE est devenu clé dans le choix des décisions des directions immobilières ? C'est pointu c'est très pointu comme question. Et là aussi, ce n'est pas le premier critère de choix, mais on voit que c'est un critère qui est de plus en plus important. Alors déjà, il faut dire que les 3/4 des Français restent attachés au bureau. Dans un monde de télétravail, ou dans un monde où le télétravail a une certaine place, on va dire, a pris de l'importance, avec des entreprises qui font leurs choix et qui font leurs ajustements, le bureau reste un lieu de vie extrêmement important et un lieu d'échange, un lieu de sens. Parmi les critères RSE, celui qui ressort le plus, c'est celui vraiment de la qualité de vie au travail, et notamment la question du confort individuel, et le fait de pouvoir à la fois voir le bureau comme un lieu d'échange, de travail collaboratif, aussi de travail individuel. Ce qui remonte souvent, c'est le bruit au bureau, par exemple. Donc le fait de pouvoir à la fois échanger avec ses collègues, participer à la vie de l'entreprise, à la vie du bureau, mais aussi de pouvoir faire un travail plus individuel, plus au calme. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses que nous-mêmes mettons en place, puisque nous refaisons notre siège social, nous avons 15 000 mètres carrés dans le 13e à Paris, et on a complètement repensé l'ergonomie des locaux pour avoir à la fois des lieux dits de forum, d'échange, où les personnes peuvent se croiser, peuvent se parler, peuvent échanger, et différentes configurations de postes de travail, pour du travail collectif, du travail d'équipe, mais aussi du travail plus individuel, où on va pouvoir se mettre un petit peu plus dans une bulle pour se concentrer. Est-ce que vous êtes revenu en partie sur le télétravail ? Alors, il y a beaucoup d'entreprises dans beaucoup de secteurs qui sont en train de bagarrer pour faire revenir les salariés au bureau. Oui, alors on n'a jamais eu vraiment ce problème-là. On a toujours eu une bonne présence au bureau. Ce qui est important pour nous, c'est pas uniquement la présence au bureau, c'est la présence au bureau pour nos collaborateurs, mais surtout avec nos clients et chez nos clients. Et donc, pour nous, l'enjeu, il est là aussi, c'est de s'assurer que nous pourrons échanger avec nos clients, pas que par Teams ou par Zoom, mais aussi en présentiel. Et ça aussi, ça repense la configuration de nos locaux. On fait beaucoup plus d'événements. On insiste auprès de nos clients pour avoir des réunions régulières en présentiel. Le rapport humain reste absolument fondamental dans notre métier. Mais est-ce que dans les entretiens d'embauche, il y a encore assez prioritairement, chez beaucoup de candidats, la question du nombre de jours en télétravail ? Est-ce que ça reste un critère important ? On l'a de moins en moins. On a notamment, d'ailleurs, nous avons la politique de refuser de personnes qui nous demandent d'être en full télétravail. Et ça, voilà, pour les nouvelles embauches, ce n'est pas possible chez Ipsos. Bon, ben voilà, le message est clair, le message est passé. Alors, il y a un autre thème, il y a beaucoup de thèmes passionnants dans le livre, mais il y en a un sur lequel je veux bien qu'on se concentre pendant quelques minutes, c'est le pouvoir des consommateurs français. Vous dites que on a quoi ? On a pris le dessus ou le pouvoir sur les marques ? On n'a pas encore pris le dessus. Non. Mais les consommateurs prennent du pouvoir. Oui. C'est de la nuance. Allons-y. Exactement. Alors expliquez-moi. Exactement. Mais là aussi, on est sur un mouvement de fond tectonique qui continue. Un chiffre peut-être. Oui. Les Français privilégient des marques qui reflètent leurs valeurs. On est à 62%, on était plus proche des 40% il y a 10 ans. Okay. Donc les valeurs et la réalisation des objectifs RSE, tels qu'annoncés par les marques, prennent de l'importance. Ensuite, on est dans un monde où les dépenses des Français sont contraintes, ils ont des choix à faire, et donc quand on mélange ces deux phénomènes, qu'est-ce qui se passe ? Premièrement, les Français sont plus volatiles. Il y a un terme, c'est un peu technique, mais c'est un terme marketing qu'on appelle le set des considérations. Vous allez acheter de la lessive ou vous regardez une voiture. Il y a 10 ans, en moyenne, vous alliez considérer 4 marques. Aujourd'hui, vous allez en considérer 5. Ça ne peut pas paraître beaucoup, mais en fait, en termes de dynamique concurrentielle, c'est significatif et ça a des impacts qui sont extrêmement conséquents. Donc, concrètement, il y a plus de concurrence.
il y a plus de volatilité, Ouais. il y a moins de fidélité pour les marques, notamment quand il y a eu des expériences décevantes ou qu'il y a eu un écart entre la promesse et la réalité. Plus de 60% des Français affirment qu'en cas de mauvaise expérience, ils sont prêts à quitter une marque. Il y a un autre phénomène qui est extrêmement important, là on va rentrer dans le monde de la communication, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux Bien sûr. n'est plus du tout contrôlé par les marques. Donc il y a un terrain de jeu aujourd'hui, un rapport de force qui peut être généré par des influenceurs, voire parfois par des fake news. On commence à avoir des exemples aussi de fake news et de campagnes contre des marques. Et ça change complètement le rapport de force. Elles essayent de reprendre ce pouvoir sur les réseaux sociaux, notamment via les influenceurs. Alors, via des un acte de influenceurs, communication des marques. et tout à fait, mais ce qui est important aujourd'hui, ça reste avant tout l'alignement entre l'histoire, l'ADN d'une marque, les valeurs qu'elle met en avant et les actions qu'elle va concrètement mettre en place, que ce soit dans ses produits ou dans sa communication. Et là, il y a une longue liste de couacs et de ratés, et je peux vous assurer que toutes les directions marketing et communication ont bien ça en tête, et quelque part, alignent ce qu'elles font avec ce qu'elles disent. Ce qui est une bonne nouvelle. Ce qui est une excellente nouvelle. On parle des engagements et des actions RSE des entreprises ici quotidiennement. Si ça leur permet effectivement de fidéliser les clients, elles vont pouvoir continuer de le faire. Vous l'avez évoqué, mais très rapidement, le rôle de l'IA et finalement de la place que l'IA générative est en train de prendre dans notre vie quotidienne, et donc comme vecteur d'achat aussi. Tout à fait. Et on voit que c'est quelque chose qui va prendre un poids de plus en plus important, même dans le parcours de décision. Mais oui. Dans le parcours d'achat, mais aussi très certainement dans l'élection qui va venir. Oui, évidemment. Et donc, comment les marques gardent le contrôle, alors que finalement, c'est les géants de l'IA qui sont plutôt américains, voire chinois, qui peuvent potentiellement tirer profit de cette manne. Alors déjà, quelques chiffres. 34% des Français ont déjà effectué des recherches sur un LLM dans le cadre d'une décision d'achat. C'est ça. Et là, on va être sur des loisirs, du voyage, de la voiture, de la mode, ça veut dire que de la beauté. l'IA devient prescriptrice d'achat d'une certaine façon. Tout à fait. Toutes les questions que ça pose. Et on voit bien que d'ailleurs, on commence à avoir de la pub sur certains modèles et peut-être demain des possibilités d'achat en direct sur les modèles. Alors, comment est-ce que nous travaillons avec les marques pour répondre à ce sujet-là ? En fait, il y a une analogie qui est peut-être assez simple, même si techniquement ce n'est pas exactement la même chose. Avant, il fallait être bien référencé sur les moteurs de recherche. On appelait ça le SEO. Aujourd'hui, il faut être bien référencé sur les moteurs d'intelligence artificielle. On appelle ça le GIO. G-I-O. Et donc, tout le travail va être d'analyser, on a une équipe qui est dédiée à ça, d'analyser, de prompter en fait en masse ces modèles, de comprendre quelles sont les questions des utilisateurs, de comprendre ce qu'il en sort, comment les marques sont présentées, et ensuite de faire ce travail de comprendre le référencement, quelles sont les sources qui ont été utilisées. Et c'est ce travail-là d'ailleurs qui permet de vérifier et sécuriser ces modèles, et c'est comme ça que les marques vont pouvoir s'assurer que leur présence sur les outils d'intelligence artificielle sera représentative. Et dans vos métiers au quotidien, à quel point l'IA générative, les nouveaux modèles sont intégrés à vos process quotidiens ? Alors, ils sont intégrés dans la quasi-totalité de nos process et de plus en plus dans nos produits. Alors, dans nos process, là, on est sur des assistants personnels, en fait. On a créé, il y a Ipsos Facto, il y a plus de 3 ans maintenant, qui est accessible à l'ensemble de nos collaborateurs. Donc, qui est un modèle dédié. Alors, c'est une instance pour tous les collaborateurs d'Ipsos dans le monde qui utilisent quasiment tous les grands modèles du marché. Parce que les modèles n'ont pas la même performance en fonction des différents cas d'usage. Mais ça veut dire, pardon, je creuse parce que ça vous permet de garder la main sur le contenu, sur les données ? Alors, ça nous permet de gagner en productivité. Ça nous permet de synthétiser nos données, toujours avec vérification humaine. Ça nous permet d'aller plus vite dans certaines analyses préliminaires. Ça nous permet de faire de la vérification. Donc ça nous fait gagner en rapidité pour, très concrètement, dans une étude, trouver encore plus rapidement qu'avant les insights. Mais on a une règle chez nous qui est très simple, c'est que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais le travail humain. Donc on est sur une approche IA plus
IH, intelligence humaine. Oui, c'est important que vous disiez ça parce qu'on commence à voir le phénomène notamment d'impact de l'IA sur tous les métiers des juniors, notamment dans pas mal d'entreprises, de conseils, etc. Est-ce que ça commence à exister chez vous ou pas? Alors oui, mais en fait, ça va rendre le travail des plus juniors plus intéressant. C'est comme ça que nous avons pris la chose, et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Ouais. Comme dans beaucoup de métiers, quand on commence dans ce métier, on apprend le métier en faisant des tâches un peu répétitives, un peu réparbatives. Et là, l'IA va clairement nous aider à réduire ce temps-là. Donc vous n'avez pas embauché moins de juniors? On n'a pas embauché moins de juniors, tout à fait. Il n'y a pas de plan en la matière chez Ipsos Non, BVA. il n'y a pas de plan à la matière, déjà parce que nous sommes une société qui a un historique, une ambition de croissance. Donc peut-être qu'on embauchera un petit peu moins, mais en tout cas, ça ne va pas restructurer la manière dont nos équipes travaillent et nos effectifs. Merci beaucoup, Alexandre Guérin, d'être venu partager cet optimisme et ce sens de la nuance au-delà des apparences. On va revoir la couverture de votre livre, Au-delà des apparences. C'est aux éditions du Cherche Midi, coécrit avec Brice Teinturier et Arnaud Carré. À très bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup et Innovation.